à tous, merci d'être avec nous dans cette salle du Nouveau Monde ce soir pour cette nouvelle édition de ma thèse en 180 secondes. Bonsoir à vous qui êtes ici, bonsoir aussi au public en ligne qui nous suit et qui est là pour soutenir les candidats qui sont tous à mes pieds. C'est pas mal de vous avoir à mes pieds, en fait c'est pas mal du tout depuis là. La vidéo qui est en train d'être tournée est visible sur les canaux Facebook de l'Université de Fribourg, du Nouveau Monde, du site de l'Université de Fribourg pour ceux qui sont allergiques aux réseaux sociaux. Faites des messages à vos proches, dites-leur de regarder parce qu'après ils pourront voter et choisir leur candidat préféré, donc ça vaut vraiment la peine de nous rejoindre. Je vous propose déjà de commencer par encourager les candidats qui sont au premier rang. Chauffez-vous, applaudissez-les. On me dit souvent que je ne me présente pas, donc ce soir je vais faire l'exercice. Je suis Farida Kali, responsable adjointe du service de communication de l'Université de Fribourg. Et toi? T'es quoi? Peut-être coiffeur, informaticienne, journaliste, responsable du marketing urbain, je vous jure, c'est un titre, vous allez en rencontrer un bientôt. Professeur, ça le fait, hein, ça le fait. Et toi, au premier rang, t'es quoi? Doctorant. Tu sais faire des piqûres, là, tu soignes des gens. Si je te montre un truc à la pause que j'ai ici, tu peux m'aider? Non. Ça sert à quoi alors? Bon, pas ce docteur-là, ok. Bon. Ça fait un peu, vous savez, comme dans ce film, les plus âgés d'entre vous s'en souviennent peut-être, on connaît la chanson, cette fameuse scène où Agnès Jaoui, alias Camille, doit expliquer au super personnage joué par Jean-Pierre Bacry qu'elle écrit une thèse de doctorat sur les chevaliers paysans de l'an 1000 sur les bords du lac Paladru. Et encore là, vous avez compris tous les mots. Hein. Et l'autre qui la regarde et qui lui dit pourquoi? Et elle répond pour faire parler les cons. C'est ça qu'on essaie de faire ce soir, éviter d'en arriver là, apprendre à expliquer à quelqu'un de manière agréable, de manière compréhensible, ce que nos candidats au premier rang, et je vois dans leurs yeux qu'ils savent très bien de quoi je parle, ressentent parfois quand on leur demande, encore une fois, hein, t'es pas un docteur? Donc je suis sûre que cette situation évoque quelque chose pour vous, soit parce que vous posez la question, soit parce que vous devez régulièrement y répondre. En même temps, passer 4-5 ans à étudier un sujet précis et puis relever la tête après des heures de travail, puis se rendre compte qu'autour de soi, personne ne comprend un mot ou l'intérêt de ce qu'on est en train de faire au quotidien, ben c'est vachement frustrant. Et pourtant, toutes ces recherches, elles contribuent à la connaissance du monde qui nous entoure, de l'histoire aux nanotechnologies, de la biologie à la linguistique. Tous ces regards croisés construisent des connaissances et tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce que vous faites au quotidien, chers candidats, nous permettent d'éclairer un tout petit peu plus le monde qui nous entoure. Et c'est pourquoi ce soir, nous avons donc devant nous, enfin devant vous et devant moi, à mes pieds, 8 concurrentes et concurrents qui vont partager avec vous leur travail et leur passion. Ils vont vous faire rire, ils vont vous épater, ils vont vous émouvoir et bien sûr, ils vont essayer de gagner vos faveurs et celles du jury. Mais une chose est sûre, quand on participe à ma thèse en 180 secondes, c'est que tous ces candidats, ils font mentir une expression populaire. Vous savez, quand on dit avec des amis comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir d'ennemis. Chez nous, c'est le contraire. On arrive pour s'inscrire à un concours et on repart avec des nouveaux amis, des nouvelles connaissances. Donc c'est ça aussi la magie, ma thèse en 180 secondes. Parce que je vous jure, derrière la scène, ça rigole, ça s'encourage, ça se soutient. Bien, bon, c'est joli le monde des bisounours, mais on va peut-être reprendre contact avec la réalité parce qu'on reste dans un concours et j'aimerais accueillir les membres de notre jury sur scène. Notre première membre est Christelle Dumas, professeure à la chaire d'économie du développement et de l'histoire économique à l'Université de Fribourg. Bienvenue Christelle Dumas. Non, non, c'est le monsieur là-bas qui va faire. Voilà, c'est bon.
Christelle Dumas, merci d'avoir accepté notre invitation à venir faire ce travail difficile. Et je sais, je les ai vus, ça va être difficile de départager nos candidats. Moi, j'aimerais bien un mot de la part de la professeure. Quand on organise un concours comme ma thèse en 180 secondes, il y a des gens qui nous répondent « Oui, mais enfin, la communication scientifique, on dénature le sujet, c'est pas précis. » Pourquoi, selon vous, un exercice comme ça, c'est important ? Ah non, c'est super important en fait. On n'imagine pas à quel point la capacité à interagir avec les autres chercheurs, pas seulement avec le monde en général évidemment, mais aussi avec les autres chercheurs, peut se faire devant un café, dans un ascenseur, vite fait à la cantine, etc. Et mine de rien, il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça, et puis et donc être capable de communiquer sur ce qu'on fait, pourquoi c'est intéressant, surtout pourquoi c'est intéressant, et pourquoi c'est solide, bah souvent ça va se faire en... Alors peut-être pas toujours 180 secondes, mais si on est capable de le faire en 180 secondes, c'est qu'on est capable de le faire en 5 minutes. Mais on a rarement beaucoup de temps pour communiquer et convaincre. Donc non, c'est important de ça. Merci pour ce point de vue. Je vais vous reprendre votre micro et vous inviter à rejoindre la table des jurés. J'aimerais accueillir maintenant Gilles Vassot, et c'est là que vous allez rencontrer le chef du secteur marketing urbain et durabilité et projet de la ville de Fribourg. Okay. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Pour vous, c'est un exercice nouveau. Hein, vous avez accepté en me disant oh, je ne sais pas comment, mais vous êtes le public. Et donc je suis ravie que vous ayez accepté ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Vous venez en attendant quoi? De comprendre des choses que je ne comprendrais pas si je lisais un doctorat ou un texte universitaire de recherche. Tout simplement, le comprendre en 180 secondes. Voilà, alors le défi est lancé. Vous allez devoir être compris. Merci Gilles, je vous invite à rejoindre aussi la table des jurés. Et enfin, j'accueille Pierre Meyer, journaliste et ancien rédacteur en chef de Radio Fribourg. Bonsoir. Bienvenue Pierre. Là, j'aimerais bien le point de vue du journaliste, parce qu'en média, on n'a pas le temps. Hein, on laisse rarement les gens aller jusqu'au bout. On n'a pas 2 heures pour expliquer quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez de cet exercice? C'est vrai qu'on est assez réputé pour appeler les chercheurs, notamment l'université ou les doctorants, et leur demander en 2 ou 3 minutes de nous synthétiser leur projet, ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de pertinent. Et donc on attend souvent ça sur le fond, comme aussi sur la forme, des personnes qui sont relativement à l'aise pour pouvoir nous expliquer, mettre du narratif, du récit dans ce qu'ils font. Donc c'est vraiment une interview radio, ça peut ressembler à peu près à ce qu'on pourrait entendre ce soir. Donc préparation professionnelle, 3 défis. C'est ça. Merci beaucoup. Je reprends ça. Donc, place à la compétition. Et quand on parle de compétition, on sous-entend bien évidemment règlement. Donc, attention, ça devient technique. Je vous résume rapidement ce qui vous attend. Nous avons donc 8 candidats. Chaque candidat a droit à une image et à 3 minutes. C'est elle ou lui qui donne le départ. Si le temps est dépassé, le candidat est automatiquement disqualifié. Ils seront évalués sur 3 critères. Vous le voyez, nos jurys sont en train de préparer leur petit papier, ça devient sérieux. Talent oratoire et implication, compréhension du sujet, structure de l'exposé. À la fin, le jury attribuera 3 prix qui sont dotés respectivement de 1 000, 750 et 500 francs. Et ces 3 prix ouvrent aussi aux 3 candidats la porte de la finale suisse et peut-être, qui sait, de la finale internationale. Et c'est là que ça devient plus intéressant pour vous. Comme je vous le disais au début, ça ne s'arrête pas là. Vous êtes le 4e membre du jury. Donc, vous allez pouvoir également voter en scannant un QR code qui vous sera montré, qui est affiché sur tous les murs. Il y a un link que vous pouvez suivre. N'hésitez pas non plus à laisser des messages à vos candidats pour les encourager. Je leur enverrai plus tard pour qu'ils puissent les lire. Il y aura à peu près 40 à 50 minutes de présentation. Ensuite, nous aurons une pause et vous pourrez vous rendre au bar pendant que notre jury travaillera un peu.
Donc, les votes du public, vous les avez ici. Et pour chauffer la salle un petit peu, nous avons décidé, puisque c'est Pâques, d'avoir ce qu'on appelle en allemand un Opferlamm, un agneau sacrificiel. Et cet agneau, c'est notre gagnante du prix du public de l'année dernière. Donc elle a la difficile tâche de vous faire décoincer les épaules, que vous soyez prêts à applaudir. J'accueille sur la scène Mira El Kamali. Mira, peut-être juste avant, tu as accepté notre invitation à nous rejoindre. Tu peux nous dire 2 mots sur ton expérience depuis l'année dernière ? Alors, en fait, c'était une sacrée expérience. J'ai pu partager mon projet avec un plus large public. Et puis, en fait, on était très exposés par les médias. Du coup, c'était vraiment un soutien pour nous. J'ai rencontré plusieurs personnes. Et puis, après, j'ai gagné le 3e prix aussi. Je suis allée à la Suisse finale. Et c'était aussi une expérience très particulière. Et j'ai rencontré plein de monde. On a toujours le contact en plus. Et j'ai appris plein de choses aussi. Donc, voilà. Merci Mira. Est-ce que tu es prête à chauffer notre public ? Ouais. Je te laisse la scène. Quelle est votre plus grande peur ? Dans ma famille, mon père, c'était la sécurité de son emploi et mon cousin de ses relations désastreuses avec les filles. Mais mon grand-père, c'était la peur de perdre son autonomie. Je vous avoue, moi j'ai cru que la retraite c'était la dolce far niente et je ne me rendais pas du tout compte qu'on peut être si préoccupé par notre bien-être. C'est pour cela que j'ai agi et j'ai créé un coach pour les seniors. J'ai été aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Il s'appelle Nestor et il est là avec nous ce soir. Nestor, présente-toi s'il te plaît. Bonjour, je suis le coach Nestor, mais en mode virtuel. J'étais née dans un projet européen qui implique 15 partenaires. Mon but était d'envoyer des activités et des recommandations personnalisées, suivre les seniors et même comprendre leurs émotions. Je vous avoue un petit secret. La vraie histoire de cette thèse est que j'ai été modélisée par les personnes âgées elles-mêmes grâce à une étude participative. C'est-à-dire, les seniors ont défini mon cahier de charge et la chercheuse m'a juste construit. #balance ta chercheuse. Ok Nestor, merci pour tes confidences. Au revoir et on revient chez moi. Vous pouvez dialoguer avec Nestor de 2 manières différentes. Soit par une application mobile qui ressemble à WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages sous forme de texte, soit par un robot qui ressemble à Alexa, vous pouvez parler vocalement avec et en plus, vous pouvez le tourner en mode veille parce que j'ai vu que les personnes âgées aiment avoir le contrôle sur leur vie privée. L'app mobile et le robot sont connectés ensemble par le cerveau de Nestor qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut vous comprendre et répondre à vos questions. Souvent, moi, j'entends des questions qui disent « Ah, les personnes âgées, les technologies, c'est très compliqué. Mais vous voulez revenir à la lampe à huile ? Peut-être pour vous, oui, mais moi, en tant qu'informaticienne, je ne le veux pas. » C'est pour cela, dans ma thèse, ma question était « Comment je peux donner une forme à Nestor pour améliorer la relation avec ces seniors ?» Ce que j'ai fait, j'ai défini des options. Option droite et option gauche. À ma droite, on estime que l'indépendance et la concurrence est meilleure. C'est-à-dire, soit l'app mobile, soit le robot répond à vos questions. Et à ma gauche, on estime que la complémentarité est meilleure. C'est-à-dire, l'app mobile et le robot communiquent ensemble et envoient un message adéquat à la situation. Et mon public de seniors a voté. Et pour une fois, c'est la gauche qui l'a emporté. Bref, pour conclure, ce que j'ai fait, j'ai pris les résultats et je les mis dans le cerveau de Nestor en langage informatique. Celui-ci sera ainsi apte à transformer mon grand-père soucieux en un papy dans le vent. Merci. Bravo Mira, merci. Je crois que maintenant le public est prêt grâce à toi. T'es rodée, ça fait 1 année que tu tournes ce texte. Ça fait encore quelque chose de monter sur la scène ou pas? Oui, alors c'est quand même stressant.
ça reste quand même stressant. Mais ça va, tu étais la première. L'avantage, c'est que maintenant, tu peux aller profiter de la soirée. Peut-être, on les voit ici, comment ça, un peu nerveux. Tu peux leur donner un conseil avant qu'on commence? Bon, moi, je dis, il faut vraiment profiter de cette soirée. C'est pour vous, c'est à vous, en fait. C'est la vôtre. Et puis, juste partager avec amour votre thèse. Et puis, bonne chance. Merci, Mira. Merci, ciao. Et maintenant, place aux stars de la soirée. Chères candidates, chers candidats, c'est à votre tour. Je vais donc accueillir le premier candidat sur la scène, Olivier Simard, Faculté des sciences et de médecine et département de physique. Bienvenue, Olivier. Merci. Olivier, tu arrives tout droit du Canada. Tu as effectué ton bachelor en physique à l'université de Sherbrooke et ton master parti à l'université de Sherbrooke, parti à la Royal Holloway à Londres. Et finalement, tu as décidé de venir à Fribourg pour ton doctorat parce que tu étais intéressé par le sujet de recherche proposé. Tu m'as quand même confié que en tant que fervent skieur, la proximité des Alpes suisses avait quand même un petit peu pesé dans la balance. Oui, c'est clair. Ça va, tu profites? Oui. Mais là, justement, il y a du beau, il y a la belle neige, donc probablement... C'est encore devant toi, en fait. Pour Pâques, oui. Donc, c'est toi qui ouvres les feux. Après Mira, c'est toi notre premier candidat. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Hier, on a échangé un peu. Là, c'est encore un peu... je t'ai écrit un mot hier. C'était la niaque. Je ne me rappelle pas. Tu ne te rappelles pas. Personne ne m'écoute, décidément. Moi, quand j'ai besoin d'avoir la niaque, quand j'ai besoin de me concentrer, j'écoute certaines musiques qui me... Est-ce que toi, il y a une musique qui représente ton doctorat, quelque chose qui t'aide à avancer? Ouais, il y a une chanson de U2 qui est I Still Haven't Found What I'm Looking For, puis ça exprime bien en fait le fait qu'on se pose des questions, puis on est toujours à la recherche, on n'a pas de réponse. Donc, moi, j'espère que tu as quand même 2-3 petits résultats ou constats à partager avec notre public ce soir. Ouais. Tu es prêt? Oui. Bien, je te laisse la scène. Alors bonsoir, en tant que physicien, j'étudie les électrons fortement corrélés. Et ce soir, je tenterai de vous expliquer, de vous montrer l'équivalence entre les électrons qui se déplacent dans les matériaux et les voitures qui circulent dans les villes densément peuplées. Alors on a tous déjà été confrontés à des situations frustrantes sur la route, en lien avec le trafic, des détours interminables qui sont associés à la construction qui s'éternise. En plus, on doit composer avec l'humeur irascible et sulfureuse des autres usagers de la route qui sont dans la même situation que nous. Eh bien, ces situations désagréables, elles découlent en quelque sorte des fortes corrélations entre les voitures qui constituent le système. Alors, quel est le rapport entre les électrons et les voitures? Eh bien, imaginons que les voitures sont rétrécies à l'échelle de l'électron, c'est-à-dire 100 milliards de fois plus petites que celles de l'atome, et qu'on multiplie leur nombre par des milliards de milliards. On peut imaginer que dans ces situations, si on a un tronçon qui est bouché, eh bien, il y aurait une situation absolument catastrophique. Maintenant, je vais vous montrer, on va imaginer ensemble la mise en situation suivante. Donc, vous voyez ici une image. On va imaginer une voiture de police qui doit se déplacer de A à B. C'est une urgence, donc elle doit le faire de manière optimale, en empruntant le chemin qui prend le moins de temps. Elle doit, par le fait même, tenir en compte les autres usagers de la route parce qu'ils sont tous corrélés. Donc, le comportement de chacune des voitures influence celui des autres. Il y a des corrélations qui sont plutôt de nature locale, donc on peut associer ça au trafic où les voitures sont à côté, ou plutôt pare-choc à pare-choc. Il y a également des corrélations de nature non locale qui pourraient être associées par exemple au fait que les voitures ralentissent lorsqu'elles voient à distance une voiture de police. Eh bien, moi, dans tout ça, tout ce que je fais, eh bien, je simule ces systèmes ici. Puis, on peut perturber les systèmes. Moi, je simule les systèmes en temps réel. Donc, on peut imaginer le cas où il y aura un arbre qui s'affaisserait sur la route. Eh bien, la voiture de police, elle devra réévaluer en temps réel la trajectoire optimale à utiliser. Et donc, moi, à l'aide de modèles mathématiques et d'ordinateurs super puissants, je calcule ça en temps réel. Bon, à quoi ça sert? Un meilleur contrôle des systèmes fortement corrélés pourrait nous permettre
de concevoir des matériaux aux propriétés exotiques qui pourraient être utilisés dans les satellites ou tout autre appareil qu'on affectionne tant. Et puis, pour y parvenir, moi, je contrôle, par exemple, la fréquence des feux lumineux ça pourrait correspondre, par exemple, aux interactions entre les électrons. Je peux contrôler également l'humeur des usagers de la route qui pourrait correspondre à la température dans les systèmes électroniques. Et donc, tout ça juste pour dire que, finalement, ça mène à la création de nouveaux systèmes qui sont utilisés. Ça passe trop vite, ouais. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, ouais. Il y a trop de choses à dire et ça passe trop vite. Une petite question pour redescendre la pression, juste pour le fun. Si ton travail de doctorat, c'est un animal, ce serait quoi? Ce serait une vache sphérique. Parce qu'on fait beaucoup d'approximations en physique. Donc, comme moi dans ma thèse. Donc approximation en physique, ça, on a dit qu'on en parlerait plus tard autour de... Oui, exactement, ça me fera plaisir. Et bien maintenant, enjoy la soirée. Merci. Nous passons donc à notre deuxième candidate, Morgane Loretan, de la Faculté des Sciences et de Médecine, département de physique. Bienvenue, Morgane. Merci. Morgane, tu as étudié la physique à l'EPFL, puis tu as obtenu ton bachelor en master et ton master d'ingénieure physicienne, master pendant lequel tu as fait un stage de 6 mois à Bâle, au Centre suisse d'électronique et de microtechnique. Puis tu tombes sur le projet proposé par l'Université de Fribourg dans lequel tu t'engages et que tu vas nous présenter maintenant. Tu as plusieurs hobbies, tu es bien occupée, tu fais du tir à l'arc et tu es championne suisse indoor dans la catégorie barebow et vice-championne européenne 3D aussi en barebow. C'était l'année passée, championne suisse. On garde ce genre de titre. Tu joues aussi du cornet à piston dans la fanfare La Rose des Alpes de Savièse. Tu aimes lire de la fantaisie et peindre quand il te reste du temps. Je ne sais pas quand, mais il en reste. Je vais te poser la même question qu'à Olivier. Toi, pour te plonger dans ce travail, dans cette concentration, est-ce qu'il y a une musique qui te porte? Alors, pas une en particulier, mais il y a un type de musique que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la musique épique, ce qu'on trouve souvent dans les films, par exemple science-fiction ou fantasy. Et en fait, dans cette musique, j'arrive à m'enfermer dans ma tête, imaginer complètement un monde que je peux contrôler complètement, parce que la thèse, honnêtement, souvent, on a l'impression qu'on ne contrôle rien, surtout quand ça ne va pas. Et ça me permet de m'évader un peu. Bon. Ben, on souhaite que la musique soit sur toi pendant ta présentation. Tu es prête? Oui. La scène est à toi. Imaginez que vous voulez faire du télétravail, mais que l'ordinateur portable n'existe pas. Honnêtement, est-ce que vous voyez prendre votre écran dans un bras, la tour dans l'autre, et est-ce que vous arrivez à mettre le clavier et la souris dans un sac à dos? Personnellement, moi je trouve ça pas très pratique. C'est ce qui se passe en fait avec les microscopes à fluorescence qui sont très précis et qui peuvent détecter qu'une seule de ces molécules fluorescentes. Là, je pense que plusieurs personnes se disent: microscope à fluorescence, molécule à fluorescence, c'est quoi? Quel est l'intérêt de la faire portable? Pour faire simple, un microscope à fluorescence va détecter la dite molécule fluorescente. C'est une molécule qui va absorber une lumière d'une couleur spécifique, par exemple du vert, et quasiment instantanément, elle va renvoyer la lumière d'une autre couleur, du rouge. Et grâce à ça, on peut faire en sorte que cette molécule va s'attacher à un marqueur de maladie et on peut détecter et l'utiliser, ce microscope, comme essai diagnostique. Maintenant, ce qui est intéressant pour le rendre, c'est de le rendre portable et accessible à tous, qu'il soit facile d'utilisation et bon marché, et aussi qui marche ici avec un smartphone. Donc ça, c'est le sujet de ma thèse. Pourquoi le smartphone? On a la caméra et c'est aussi un ordinateur. Donc, même si le microscope est portable, c'est quand même pratique d'avoir un ordinateur qui soit aussi petit et utilisable avec. Sinon, à nouveau, vous avez votre tour et votre écran, et c'est vraiment pas pratique. Maintenant, pour le test diagnostic, c'est important de l'avoir portable. Vous vous souvenez tous du Covid, ces petits tests antigéniques
où on devait se gratouiller le nez pour essayer d'avoir un peu l'échantillon, et ils étaient souvent pas très précis. Vous pouvez avoir beaucoup de faux positifs, de faux négatifs, où il fallait vraiment avoir les symptômes très forts pour que vous arriviez enfin à avoir la seconde barre qui arrive et dire le test est positif. L'avantage du microscope à fluorescence, c'est justement comme il est capable de détecter une seule de ces molécules, en théorie, vous pourriez détecter un seul marqueur de maladie. Et donc le détecter bien avant l'arrivée des symptômes, ce qui aurait été très pratique dans le cas du coronavirus, pour éviter que la maladie soit répandue. Il peut aussi y avoir d'autres applications. Vous pouvez très bien imaginer de l'utiliser dans les écoles pour apprendre comment utiliser ces microscopes à fluorescence, ou bien si vous aimez jouer avec des gadgets, avec des smartphones, bah pourquoi pas. Il est bon marché, donc si vous le cassez, c'est pas trop grave. Après, le diagnostic il peut être aussi répandu, par exemple, dans les fermes, pour l'élevage, chez le vétérinaire, ou même en agriculture. Merci. Merci Morgane. Au milieu de tout ça, explique-nous juste pourquoi tu as accepté de relever le défi ce soir plutôt que d'aller faire un peu de peinture, par exemple. En fait, on m'a proposé de faire ce défi dans le cadre de mon projet. Justement, moi, j'ai un peu l'idée d'essayer d'aller le pousser le plus loin possible et d'arriver après, peut-être, pourquoi pas, à la commercialisation. Il faut que c'est un projet qui est concret. Et justement, c'est très important de faire cet exercice, d'apprendre à vulgariser et puis à donner envie d'acheter ce microscope. Merci Morgane. Je te laisse aller savourer le reste de la soirée. Et j'accueille maintenant Maya Burkhardt. Maya vient de la faculté des lettres et des sciences humaines, département de psychologie. Tu as fait un bachelor à l'université de Neuchâtel, à la faculté des sciences, en biologie et en ethnologie, puis un master à l'université de Genève, en neurosciences. Ce qui t'a amené gentiment à l'université de Fribourg, parce que tu as trouvé un projet qui te convenait beaucoup et dont tu vas nous en dire plus. Je dirais rien d'autre pour l'instant. Et tu as eu deux coups de cœur, en fait, le sujet que tu vas aborder et les techniques de neuroimagerie. Dans ton temps libre, tu aimes dessiner, tu aimes également la culture populaire sud-coréenne et japonaise, et tu adores lire des mangas et regarder des K-dramas. Pour ceux qui voudront un résumé des K-dramas, rendez-vous au bar, encore une fois. Vous pourrez choisir les sujets. Puisqu'on parle de culture japonaise, on va parler un peu kawaii. Si ta thèse était un animal, tu choisirais? Alors, si ma thèse était un animal, je penserais au panda. Parce que je trouve que c'est un animal qui est assez surprenant. C'est une sorte d'ours, mais en même temps, il mange du bambou. Et ma thèse, elle a un peu ce côté surprenant. Il y a des aléas, un peu comme dans toute recherche. Mais sur le long terme, je pense qu'elle a un côté réconfortant et qui fait chaud au cœur, comme un panda qui est tout mignon. Une recherche surprenante et réconfortante. Je vous laisse découvrir ça. Tu es prête? Je te laisse la scène. Imaginez, ça fait des mois que vous souffrez et que vous êtes en errance médicale. Vos symptômes, vous avez mal dans tout le corps en permanence et sans raison particulière. Vous êtes fatigué et vous n'arrivez plus à faire les tâches habituelles. Bref, vous avez une multitude de symptômes qu'aucun médecin ne sait expliquer et certains sont même très sceptiques face à votre récit. Votre entourage peine à comprendre et vous dit « Mais arrête, c'est dans ta tête !» Votre médecin essaye au mieux de vous aider avec des médicaments, mais rien n'y fait. Finalement, le diagnostic tombe. Vous avez la fibromyalgie. Mais qu'est-ce que c'est ? La fibromyalgie est une maladie chronique et invisible dont le symptôme principal est une douleur chronique. Mais elle regroupe beaucoup d'autres symptômes. Ce syndrome impacte énormément la qualité de vie. La cause étant encore inconnue, les défis de la recherche sont de comprendre les mécanismes impliqués et de trouver comment soulager les personnes concernées. De plus en plus d'études montrent que la dopamine serait impliquée dans ces mécanismes. Des changements dans l'activité du cerveau seraient impliqués dans la douleur chronique. Vous voyez bien, la dopamine, c'est cette fameuse petite molécule qui est connue pour son implication dans le système de récompense, aka
la molécule du plaisir. Du tableau de Frida Kahlo à la neuroimagerie, l'image permet de mieux comprendre la perception de la douleur. Des techniques d'approche psychologique permettraient de restaurer l'activité de la dopamine. Celle liée à la pleine conscience aurait un effet sur la douleur tout en agissant sur le cerveau. La pleine conscience se base sur la tradition bouddhiste et la méditation. C'est donc sur cette piste qu'est partie l'équipe avec laquelle je travaille. Nous testons une intervention qui mêle des techniques de pleine conscience et d'approche cognitivo-comportementale chez des patientes qui souffrent de fibromyalgie. Mais moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais faire plusieurs mesures à ces patientes avant et après l'intervention afin de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des mécanismes neurobiologiques que j'ai mentionnés précédemment, mais aussi de voir les effets sur la qualité de vie des patientes qui font cette intervention. Le double objectif de ma thèse est donc de 1. Mieux comprendre la neurobiologie de cette maladie et 2. De voir les effets d'une intervention non médicamenteuse. Mais la recherche ne pourrait pas avancer sans vous. La recherche qui se fait à l'échelle humaine a besoin de vous pour avoir des résultats. Cette étude est toujours en cours, mais les premiers résultats sont vraiment très encourageants. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Peut-être juste avant de nous quitter, comment on en arrive à faire ce genre de recherche et de quoi tu rêvais quand tu étais petite? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Alors, quand j'étais petite, j'ai beaucoup été influencée par les films de l'époque, que ce soit Jumanji, Jurassic Park ou Indiana Jones. Alors, je voulais être aventurière. Et du coup, finalement, c'est pas si éloigné que ça, parce que je me considère un peu comme une aventurière qui explore le cerveau humain. Toutes les circonvolutions. Merci pour ta présentation. Je te laisse rejoindre ta place. Merci. Et j'accueille maintenant Gaspard Lemaire. Gaspard vient de la faculté des lettres et des sciences humaines du département de philosophie. Tu as d'abord eu un parcours en économie à Sciences Po, puis en philosophie à la Sorbonne et à l'École normale supérieure. Tu en rejoins ensuite l'Université de Fribourg en tant qu'assistant diplômé. Et si tu as choisi de venir ici, c'est parce que tu trouvais que la chaire d'éthique et de philosophie qui vient d'être créée était excellente. Qui a été reprise, qui a été repliée en quelque sorte. La reprise. Donc c'est Monsieur Ralph Bader qui t'a amené à Fribourg. Et puis tu dis aussi que si tu as choisi cet endroit, c'est parce que tu apprécies de mener à bien tes recherches dans la sérénité des vallées, des forêts et des montagnes qui environnent la ville. Gaspard est un vrai représentant publicitaire pour notre campus. Et un représentant du rousseauisme, puisque pour Rousseau, c'est très important de se promener pour bien réfléchir. Voilà, Fribourg est rousseauiste. Ça, c'est à garder pour le marketing urbain, je pense. Et donc, pourquoi sortir de cette sérénité qui est là pour venir te présenter sur cette scène ce soir? Eh bien, comme tu l'as dit, je fais de la philosophie. La philosophie, ça consiste notamment à élaborer des concepts. Et les concepts, ce sont des créatures qui sont un petit peu fragiles, qui sont très sensibles même. Si on les laisse enfermer dans le zoo philosophique, elles s'ennuient, elles se fanent, elles dépérissent. Et alors, pour bien s'occuper de ces concepts, c'est très très important de leur faire prendre l'air un petit peu, c'est-à-dire de leur faire rencontrer le public. Et donc, je suis très content d'avoir cette occasion ce soir. Donc, vous allez être des testeurs de concepts enfermés. Bien, est-ce que tu es prêt à partager ces concepts avec nous? Et je suis prêt. Je te laisse la scène. Oui, Odyssée, oui, allez-y. Maestro? Ça passe vite, 3 minutes. Ça passe vite aussi, 30 ans. 30 ans, c'est le temps qui s'est écoulé à peu près depuis la ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. En signant ce document, plus de 150 États se sont engagés à agir pour éviter un réchauffement du climat
qui serait dangereux pour notre espèce. Que s'est-il passé en 30 ans? Eh bien, les émissions de gaz carbonique, le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement, ont augmenté de 80%. Si on continue sur cette trajectoire, la planète va se réchauffer de plus de 3 degrés, de sorte qu'elle va devenir en partie inhabitable. Que risquent les États s'ils persistent dans l'inaction climatique? Que risquent-ils sur le plan juridique? Eh bien, ils ne risquent à peu près rien. Le temps passe vite et ma thèse, c'est qu'il est urgent de criminaliser l'inaction climatique. Mais alors, à quel genre de crime est-ce qu'on a affaire? Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que c'est un crime contre l'humanité? C'est pas ça, parce qu'il n'y a pas dans l'inaction climatique d'intention d'infliger des souffrances extrêmes ou de détruire. Alors, est-ce que c'est plutôt un écocide, c'est-à-dire la destruction criminelle d'un écosystème? C'est pas ça non plus, parce que le dommage climatique, il dépasse très largement la question des écosystèmes. Il touche aussi les infrastructures, les récoltes agricoles, les lieux culturels, etc. C'est plus large qu'un écocide. Alors est-ce qu'il faut plutôt parler de crimes contre les générations futures? Eh bien non, parce que le temps passe vite, il passe si vite que nous sommes déjà confrontés aux premiers effets du réchauffement climatique, et ces effets devraient s'intensifier dans les décennies à venir. L'inaction climatique, c'est donc un crime sans nom. Et je propose par conséquent d'introduire un nouveau concept pour rendre compte du caractère criminel de l'inaction climatique. Ce concept, c'est l'anthropocide. Anthropos, en grec, ça veut dire l'être humain, et caedere, c'est du latin, ça signifie tuer. L'anthropocide, c'est l'ensemble des actions et des omissions qui contribuent de façon significative au bouleversement de notre système climatique et qui impliquent par conséquent la destruction des fondements essentiels de la vie humaine sur Terre. Alors, à quelles conditions peut-on considérer qu'un État est responsable pour ce crime? Quel genre d'outil juridique pourrait être mobilisé pour assurer la prévention et éventuellement la répression de ce crime? Ce sont les questions auxquelles j'essaye de répondre, mais le temps passe vite, il est temps pour moi de conclure. Il nous reste un peu moins de 30 ans pour agir afin de préserver notre planète. Le temps passe vite. Ça va? Ça va. De la nature et du monde à l'animal, il n'y a qu'un pas, donc je suis obligée, avant qu'on se quitte, de te poser la question. Si ta thèse était un animal? Eh bien, je crois que je choisirais aussi la vache, parce que la vache, c'est un ruminant. Et Nietzsche nous dit justement, pour bien philosopher, il faut ruminer énormément d'informations qui sont très disparates, qui sont très diverses, et essayer de leur donner une cohérence pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ma thèse. Bien, je te laisse retourner ruminer à ta place alors. Je te remercie. Merci pour ta présentation. J'accueille maintenant sur scène Franck Oswald. Franck fait partie de la faculté des sciences et de médecine du département de chimie, pour être exact. Exactement. Tu es né en Alsace et tu as toujours été passionné par les sciences. Tu as obtenu une licence en chimie, puis tu as obtenu un master en biochimie à l'université de Strasbourg. Et après, tu as fait quelque chose qui me fascine. Tu as été travailler chez L'Oréal. C'est pas cette partie-là qui me fascine, mais tu as été travailler chez L'Oréal Paris et tu as participé au projet de création d'une peau artificielle pour tester des antitranspirants. Ça aussi, exactement. Je vous invite à aller en discuter au bar. Donc, tu as, par ta passion pour l'entrepreneuriat, ensuite tu as décidé de te lancer dans un MBA scientifique pour apprendre à transformer un projet scientifique en projet de start-up et une thèse passionnante avec un projet concret à Fribourg. Une thèse passionnante que vous allez découvrir tout de suite. Quand tu ne travailles pas sur l'entrepreneuriat et tes projets de thèse, tu aimes boire un verre avec tes amis tu es aussi amateur de sport extrême, tu dévales les pistes de ski, tu prends le large en bateau ou tu t'envoles en kitesurf. Et ce soir, tu atterris ici. Pourquoi? Pourquoi? Bon, pour le challenge, un peu l'adrénaline, un peu comme les sports extrêmes.
l'idée de, voilà, de partager aussi ce que je fais à un peu tout le monde, puisque on a tous, comme tu as pu l'expliquer, on me pose toujours la question qu'est-ce que je fais, et puis ça rentre et ça sort, quoi. Et voilà. Vous avez compris, hein, ça rentre et ça reste ce soir. Tu es prêt? Oui. Bien, je te laisse la scène. Une image vaut plus que 1000 mots. Nos yeux sont habitués à évaluer l'environnement qui nous entoure. Et ça, pour éviter d'éventuels dangers. Prenons l'exemple d'un panneau de signalisation. S'il est rouge, nous savons que nous ne devons pas avancer. S'il est vert, nous le pouvons. Nous sommes tellement conditionnés par ce type d'image que nous ne nous intéressons même plus au danger que cela correspond. Et c'est pour ça que les panneaux de signalisation est un outil très puissant. Prenons l'exemple d'un champignon que tout le monde connaît, l'Amanite tumouche. Tout le monde sait qu'il est toxique. Pas besoin d'un panneau de signalisation qui nous explique qu'il ne faut pas le toucher, le prendre ou encore le manger. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait si quelque chose est invisible, quelque chose est moléculaire? Et bien c'est là où moi j'interviens. Dans mon laboratoire, je cherche donc un moyen visuel de voir l'invisible. Et généralement, ce sont des molécules qui sont toxiques, dangereuses, qui peuvent être polluantes ou tout simplement indésirables. Et pour ça, les chimistes ont un outil. Cet outil, c'est le MOF, ou Metal Organic Framework, ou plus simplement une cage moléculaire. Celle-ci est composée de métaux pour faire la structure de la cage et de molécules luminescentes pour faire les parois. Ainsi, par 5 encapsulations d'une molécule, nous permettons une interaction entre cette cage et la molécule pour avoir un changement de couleur. Alors, aujourd'hui, moi je travaille sur plein de molécules, mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'une molécule que tout le monde connaît. Cette molécule, c'est un peu un problème pour les œnologues, les vignerons, les barman, mais surtout les gens qui aiment le bon vin. Cette molécule, c'est le TCA, pour trichloroanisole, ou si l'on veut, une des molécules responsables du goût de bouchon. Alors, contrairement à son nom, ce n'est pas lui qui produit le TCA, mais un champignon qui, contrairement à notre Amanite tumouche, peut être invisible, la pénicilline, que l'on peut retrouver dans le vin ou dans le bouchon. Et l'idée, c'est que, bien sûr, on peut prendre notre molécule et la mettre dans le vin, mais si on change la couleur du vin, les gens aiment le vin quand il est rouge, pas quand il a une autre couleur. Donc l'idée, c'est plutôt le mettre dans le bouchon. Ainsi, notre vin, une fois embouteillé, nous pourrons savoir si oui ou non, par rapport au temps, nous pourrons le boire ou non. Et ça, par une simple observation de la couleur de notre bouchon. S'il n'a pas changé de couleur, nous pouvons le boire. S'il change de couleur, on ne peut plus le boire. Ainsi, finit cette frustration sociale de savoir si notre vin est bon ou pas. Merci de votre attention. Santé? Ça va, un peu de stress, mais ça va. C'est le jeu. C'est ça. On d'aller boire un petit verre de vin non bouchonné tout à l'heure pour c'est ça, ouais. se détendre. Avant de partir, j'aimerais bien savoir aussi, toi, quelle musique t'a porté pour que tu arrives à aller jusqu'au bout? Alors pour moi, je pense que ça va être une idée générale. Tous les thésards ont ce problème-là. Il faut un peu se motiver. Et le I'm the Tiger, c'est une bonne musique pour se motiver tous les jours à travailler sur notre thèse. Je suis convaincue qu'on l'a tous dans la tête maintenant. Merci, je te laisse rejoindre ta place. J'accueille maintenant sur scène Viviana Leupin. Viviana vient de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines du département de psychologie. Tu es née en Italie, à quelques pas de la frontière suisse, et tu as fait tes premiers pas dans le monde de la psychologie et des neurosciences à l'université de Fribourg. Tu avais envie d'étudier la relation entre le cœur et le cerveau pendant des tâches perceptives. Si vous n'avez pas compris, ça vient
tout de suite. Et tu as commencé en 2020 un doctorat en neurosciences cognitives pour approfondir tes connaissances sur le sujet. Tu as choisi Fribourg à cause de son multilinguisme, m'as-tu dit, et parce que le programme de neurosciences de l'université te motivait. En plus, évidemment, du chocolat et des vaches, et du fromage dont en fait tu raffoles pas tant que ça. Non. Dans ton temps libre, tu fais des jeux de société, tu lis des romans, tu regardes des films de science-fiction, tu aimes découvrir de nouveaux restaurants et cuisiner des plats asiatiques. Rendez-vous chez Viviana juste après le verre au bar. Moi, je suis pas tout à fait sûre que quand on est enfant, on rêve à proprement parler de devenir neuroscientifique. Tu pourrais nous confier ce que tu voulais être quand tu avais 8 ans? En fait, ce que je voulais, c'était de devenir astronaute. Mais en fait, j'ai réalisé que j'ai un peu peur des auteurs et donc c'était pas la carrière idéale, effectivement. Et au final, on doit choisir quelque chose. Le vertige des neurosciences. Oui, exactement. Est-ce que tu es prête pour le vertige de la scène maintenant? Très bien, je te laisse. Je commencerai par une question. Quel est l'organe de vos corps qui vous permet de me voir et de m'écouter lorsque je parle? Vous pensez aux yeux ou aux oreilles, mais sans le cerveau, on ne pourrait faire ni l'un ni l'autre. Quel est l'organe de votre corps que vous fait ressentir la douleur lorsque vous cognez vos pieds contre le coin du lit? Encore, c'est votre cerveau. On pourrait passer tous mes 3 minutes, voire toute la soirée, à parler des choses que vous faites grâce à votre cerveau. Le cerveau est tellement fondamental pour l'expérience humaine que 2 fois, en psychologie, mais surtout en neurosciences, on oublie presque qu'il y a un corps attaché. C'est comme si on était des petits cerveaux qui flottent dans l'air. Maintenant, si je vous demande d'essayer à arrêter de respirer jusqu'à la fin de ma discussion, je crois que vous allez vite vous rendre compte que c'est difficile d'ignorer le reste de votre corps. Sa connexion avec le cerveau est essentielle pour notre survie. Prenez par exemple votre cœur. Il se contracte en envoyant des signaux au cerveau. De façon similaire, lorsque vous inspirez, vous activez des capteurs dans les poumons qui sont aussi connectés au cerveau. Si on pense à ça, ça signifie que notre cerveau reçoit ces signaux dès la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Par conséquent, dans ma thèse, je me demande si ce type de rythmes fondamentaux tels que le battement du cœur ou la respiration vont influencer certaines fonctions du cerveau qu'on ne s'attend pas forcément, comme par exemple ce qu'on voit. Pour répondre à cette question, moi, j'applique beaucoup de capteurs sur la tête et sur la poitrine des gens pour enregistrer l'activité du cerveau et du corps. Et après, je lui présente des images qui sont vraiment difficiles à voir. Ainsi, je peux comparer l'activité du cerveau lorsqu'il voit et ne voit pas de stimuli. Et ce que j'ai découvert, c'est que le cerveau réagit aux images de façon beaucoup différente lorsque le cœur se contracte par rapport à quand il se relâche. Et j'ai observé la même chose pour l'inspiration et l'expiration. Donc, il y a vraiment une grande différence pour le cerveau en fonction des signaux du corps. Alors, sans le cerveau, on ne pourrait pas avoir des expériences dans le monde, et ça c'est clair. Mais je trouve que c'est très important aussi de dézoomer un petit peu et considérer ce qu'il y a autour. Et autrement, il faut saisir le petit cerveau qui flotte et les rattacher au corps. Merci. Comment ça va dans le cerveau et dans le corps, là? Ça va, c'est bon? Ça flotte. Viens là. reviens avec nous, à terre. Et toi, si ta thèse était un animal, ce serait? Alors, moi, je pensais au chat, parce que le chat, c'est très, très mignon, mais des fois, fait des choses un peu imprévisibles, comme faire tomber des choses par la table, des choses comme ça. Je me sens un peu comme ça, mais on l'aime quand même. J'aime beaucoup les chats. Merci. Je te laisse regagner ta place.
Notre prochaine candidate s'appelle Noémie Lacombe. Bienvenue. Noémie vient de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines du département de pédagogie spécialisée. Tu es née dans le... Tu viens du petit village de Sainte-Croix dans le canton de Vaud. Tu as fait tes débuts professionnels à la HEP à Fribourg, puis tu es devenue enseignante. Tu as travaillé 3 ans dans des classes. Puis tu as choisi de venir à l'Université de Fribourg pour te spécialiser en enseignement spécialisé. Et tu as travaillé 2 ans dans cette branche, jusqu'ici. Ensuite, tu as décidé de faire un doctorat dans cette même branche et en parallèle, ça fait 6 ans que tu travailles à l'université dans la formation des enseignants spécialisés, je l'aurais assez dit ce soir, et donc tu es à la fois du côté de ceux qui apprennent et de ceux qui enseignent. Ça va, la schizophrénie? Non, juste si ça marche. Ah voilà. Ça marche. Ça marche, super. Et en plus de tout ça, tu es maman de 3 enfants, ce qui fait que les loisirs en ce moment, c'est eux. Voilà, exactement, c'est ça. Et justement, quand tu avais leur âge, tu rêvais de ça, de toute cette pédagogie spécialisée? Alors c'est vrai que j'avais envie de faire maîtresse, parce que ma maman est maîtresse, ma grand-maman, mon papa est aussi enseignant, et j'ai grandi avec ma grand-maman qui nous racontait qu'elle avait des classes uniques du CP jusqu'au bac, donc c'est vrai que j'avais cette envie-là. Mais je partageais aussi l'envie des arts du cirque, comme d'être trapéziste. Je trouvais ça magnifique de se balancer. Voilà, ou d'être sur les éléphants, parce qu'ils sont tellement majestueux, et voilà. Et donc tu vas nous faire partager maintenant de la poésie du mouvement, on va dire ça comme ça. C'est joli. C'est joli, ça va. Tu es prête? Parfait, je te laisse. Avez-vous déjà rêvé de pouvoir lire dans les pensées, d'avoir enfin accès à la boîte grise de vos proches? Moi, oui. J'ai souvent rêvé d'une fenêtre qui me permettrait de voir à l'intérieur. Mais il y en a, me direz-vous, les mots sont des fenêtres, a dit Rosenberg. C'est vrai. Mais si je vous demande de faire une rotation mentale, êtes-vous sûr, monsieur Rosenberg, que les mots suffisent toujours? Tenez, cher public, essayons. Est-ce que ces 2 formes sont exactement les mêmes? Mais je vois que vous faites quelque chose pour répondre à ma question. Vous ne parlez pas, pourtant je peux voir comment vous y êtes pris. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ont ouvert leur fenêtre, car oui, il existe une autre fenêtre que les mots. Et ce n'est pas celle du rêve cette fois, comme le pensait Victor Hugo, c'est celle de vos mains. Et cette fenêtre se lit dans les 2 sens. En se plaçant de ce côté, les gestes nous aident à réaliser une tâche, à formuler et à exprimer notre pensée. Ils sont d'ailleurs si fortement liés à l'expression de la pensée que si je faisais ce discours devant vous en m'asseyant sur mes mains, je me mettrais à bégayer. Saviez-vous que les personnes aveugles utilisent aussi les gestes pour parler? Et même les personnes sourdes font des gestes spontanés en plus du langage des signes pour s'exprimer. En se plaçant de l'autre côté, les gestes renseignent l'observateur cette fois sur les processus cognitifs. Ils sont une fenêtre sur le cerveau. En proposant des tâches spatiales... En observant vos mains tout à l'heure, j'aurais pu dire comment vous avez résolu la rotation mentale, mais pas d'inquiétude. Ce soir, je ne vous analyserai pas plus, non. Ce soir, je vous propose de plonger dans la pensée de ceux qui n'ont parfois que les gestes pour s'exprimer. Ma thèse s'intéresse aux gestes des élèves avec une déficience intellectuelle, car pour eux, la fenêtre des mots est souvent trop petite, fermée, peu représentative de leurs compétences. En proposant des tâches spatiales à 20 adolescents et à 40 enfants, j'ai pu observer, analyser, décortiquer pas moins de 1845 gestes. Des gestes qui transmettent à eux seuls 30% des informations et qui complètent le discours dans 60% des cas. Les mots seuls ne sont donc utilisés que dans 10% de leurs réponses. Vous imaginez le nombre de compétences, le nombre d'informations qui restent invisibles si personne ne regarde par la fenêtre. Vous imaginez qu'on pourrait modifier les évaluations, les notes de ces élèves en prenant le temps de s'asseoir devant la fenêtre. Alors, même si Saint-Exupéry a dit que l'essentiel était invisible pour les yeux, permettez-moi de dire que pour une fois, l'essentiel se voit.
Comment ça va? Ça va. Ça va. C'est... Ouais. D'Ivoire, est-ce qu'il y a une question ou une question, une approche de ta thèse qui parfois t'agace un peu ou te fait sourire? Qui me fait sourire, oui. C'est vrai que souvent, quand j'explique le sujet de ma thèse, je vois que les gens font de moins en moins de gestes quand ils me parlent. Ils ont peur que je les analyse. Ça va bien comme ça. C'est bon? C'est tout bon. Je vais bon. me tenir tranquille maintenant. Je te laisse rejoindre ta place. Merci. Et nous en sommes déjà à notre dernier candidat. Il a attendu, il a la bouche sèche. Finalement. Ça va, c'est enfin à Mauro Almeida. De la faculté des sciences et de médecine, département de biologie. Tu es né et tu as grandi à Viseu, dans le centre nord du Portugal, où tu as étudié pour avoir un bachelor en sciences biomédicales. Puis, tu as étudié pour avoir un master en technologie du médicament à Coimbra. Après la fin de ton master, en 2018, tu es venu en Suisse, d'abord dans un laboratoire à Lausanne, et puis finalement, tu as décidé d'approfondir un peu tout ça pour faire un doctorat en biologie dans le groupe Bio-Nanomatériaux de l'Institut Adolphe Merclay de l'Université de Fribourg. À côté de ça, encore un sportif. Il faut croire que ça fait un bon équilibre. Tu joues au football depuis l'âge de 6 ans et tu penses que le sport est un bon moyen pour évacuer le stress. Exactement. Tu as un ballon? Pas ici, non, ça va mais je peux aller chercher. Non, mais c'est pas nécessaire, c'est bon. Et on va boucler la boucle puisque c'est le dernier candidat avec ma petite intro de tout à l'heure parce que je pense que ça a dû résonner un peu en toi. La question à toi qu'on te pose régulièrement et puis qui t'agace un peu. Oui, toujours la même question, c'est qu'est-ce que tu fais exactement? Cette question, c'est pas un problème qui me pose cette question, mais c'est le nombre de fois que cette question m'a été posée par les mêmes personnes. Donc c'est ma famille, ma femme, mes parents, mes amis me demandent toujours qu'est-ce que tu fais. En fait, j'arrive à expliquer, ils arrivent à comprendre à ce moment-là, mais ils oublient. Donc ça passe 1 mois, 2 mois, ils me demandent de nouveau. Donc c'est toujours comme ça. Mais avec cette présentation, j'espère que c'est fini maintenant. Hein. Si vous m'entendez, c'est fini. Hein. On va voir si tout ça mène à ce que ça s'ancre dans votre cerveau à tous et à ta famille qui nous regarde. Est-ce que tu es prêt? Oui, je crois. Ok, je te laisse. C'est la dernière. Manger. Nous disons que c'est un des grands plaisirs de la vie. Vous vous demandez pourquoi parfois nous n'avons pas d'appétit. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter notre appétit. Si vous avez beaucoup de travail, vous êtes plus stressé et vous n'avez pas d'appétit. Dans ma thèse, je n'étudie pas comment nous mangeons, mais comment les cellules de notre corps mangent. Ce que vous voyez sur l'image, c'est une représentation d'une cellule humaine en train de manger des nanoparticules. Donc, normalement, nous utilisons notre bouche pour manger, mais les cellules de notre corps possèdent différents mécanismes pour se nourrir. Donc, exactement, au lieu d'étudier des nutriments, j'étudie les nanoparticules et la façon dont les cellules les mangent. Mais les nanoparticules sont des particules minuscules que nous n'arrivons pas à voir à l'œil nu. Elles sont constamment présentes dans notre vie quotidienne. Oui. Le savez-vous? Les vaccins contre le Covid-19, tels que Pfizer et Moderna, contiennent des nanoparticules qui sont injectées dans notre corps. Pour que le vaccin soit efficace, les cellules de notre corps doivent manger ces nanoparticules. Donc, comme je l'ai dit précédemment, l'environnement qui nous entoure peut affecter notre appétit. Il se passe la même chose avec les cellules de notre corps. Les cellules sont normalement entourées de liquides qui contiennent des nutriments et d'autres composants molécules. Le changement de la composition de ce liquide peut stresser les cellules
et affecter des processus importants, notamment leur façon de manger. Les cellules stressées peuvent, selon la situation, manger plus ou moins des nanoparticules. Donc, comprendre l'environnement qu'entoure la cellule est important. Mais, dans ce projet de thèse, je prends aussi en considération d'autres facteurs, tels que le type de cellule, parce que les cellules de poumon ne mangent pas de la même manière que celles de foie. La taille et le matériau qui constituent les nanoparticules sont aussi très importantes, parce que manger une cacahuète ou une pomme, ce n'est pas pareil. Grâce à ces connaissances, nous pourrons produire des nanoparticules plus ciblées, capables d'entrer en grande quantité dans les cellules souhaitées, telles que les cellules cancéreuses, mais tout en évitant bien sûr de nuire aux cellules saines. Manger n'a jamais été aussi compliqué. Merci. Et voilà notre dernier candidat. Comment on se sent maintenant? Là, c'est bon, c'est fini. Ouais, ça va. Donc on a libéré les concepts de notre zoo mental, on a découvert tous les petits animaux que sont les thèses. On va finir avec le tien. Si ta thèse était un animal, ce serait? Ce n'est pas une vache. C'est une fourmi. En fait, les fourmis, elles doivent beaucoup travailler et de façon organisée pour maintenir leur colonie. Donc, dans notre thèse, dans le projet de thèse, on doit vraiment être focalisé, on doit se focaliser sur notre projet et on doit travailler de façon organisée pour atteindre les objectifs. Donc oui, on doit être tous des petites fourmis, travailler ensemble pour arriver voilà, à la fin de la thèse et réussir. C'est ce qu'on vous souhaite à tous. Je te laisse rejoindre tes co-candidats. Je vous promets que depuis là, ils ont l'air comme soulagés. Maintenant, c'est vous qui êtes tendus, n'est-ce pas? Donc, cher public, chers candidats, je vous invite à quitter la salle, à profiter du bar, aller vous rafraîchir un petit peu, prenez l'air. Vous avez une demi-heure top chrono pour voter en ligne ou sur vos smartphones ici aussi, scannez les QR codes, votez pour votre candidat préféré, envoyez-leur des messages de soutien et puis vous, au boulot. Merci à tous. Rebonsoir, merci d'être restés avec nous, merci à tous ceux qui ont voté en ligne. Le jury est prêt et vous? Vous avez encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Les votes en ligne sont clos et j'accueille sur la scène les membres du jury qui vont garder tout le suspense pour eux. Mais applaudissez-les parce que je crois que ce n'était pas facile. Ça va? Vous êtes fatigués maintenant, hein? C'est bien fait pour vous. Nous allons commencer par le prix du public. Et comme il est au bout de la salle, je vais me pencher vers mon téléphone. Très bien. Maintenant, moi, je sais et vous pas. Suspense, avant d'élire le prix du public, je vous propose que vous fassiez un énorme applaudissement à tous les candidats. Le prix du public sera remis ce soir par Mira, notre prix du public de l'année dernière. Il s'agit d'un bon de 200 francs offert par Gastro Fribourg et je pense que certains candidats amateurs de cuisine le savoureront très volontiers. Et le prix du public va à Mauro. Comment ça va? Ça va bien. Imagina, il faut que tu lui donnes ton micro. Oui, peut-être.
Comment c'est? Ça va? Oui, ça va, je n'y attendais pas, mais voilà, c'est bien d'avoir ce prix-là, mais en fait, je crois que nous tous, on mérite ça, donc voilà. Encore bravo à tout le monde et à Mauro. Merci. Je te laisse prendre le micro avec, te diriger vers le jury et rester avec nous et tendre ton micro à Gilles Vassot qui va nous annoncer le 3e prix du jury. Oui, on va faire un peu course de relais avec le micro maintenant. Il faut que ça soit écrit 3e prix du jury. Hein. Ok, je le prends. Et viens donc vers moi. Hop, hop. Et donc, on garde le suspense encore un peu ou tu veux... Non, je lâche le mot. Alors, nous allons annoncer le 3e prix du public, du jury, pardon. Jury. Viviana Lepin. Viviana. Bravo. Tu peux lui donner ton micro? Félicitations, Viviana. Merci. Et comment? C'est très bien. Je suis contente. Ouais. Où est le cerveau, là, maintenant? Bravo, Viviana. Merci. Félicitations. Merci, Gilles. Viviana, tu peux donner le micro à Pierre, 2e membre du jury, qui va nous donner le 2e prix du jury. C'était pas trop difficile? Si, c'était difficile. Oui. Oui, Et... une demi-heure, c'est ce qu'il nous fallait. 180 secondes, on ne s'en sortait pas pour délibérer. Et le 2e prix, il est à Mauro. Qui est là. Le 2e chèque. Merci beaucoup. Bravo. Viens te mettre au milieu pour la photo. Je dois parler encore. Il faut que tu dises quelque chose, ça se mérite quand même. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'était ça qu'il fallait. Oui, exactement. Absolument. Félicitations, Mauro. Merci. À Madame Dumas. Et finalement, suspense, la difficile tâche d'annoncer le 1er prix de ma thèse en 180 secondes 2023. Et le 1er prix va à Noémie. Toutes nos félicitations. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ce 1er prix? Est-ce que j'ose dire qu'on n'a pas eu tellement d'hésitation sur le 1er prix? C'est un très beau 1er prix. Félicitations. Noémie, tu veux ajouter quelque chose? Donnez-lui peut-être votre micro. Je suis émue, je vous remercie beaucoup. C'est vrai que j'ai eu très peur tout d'un coup, parce que j'ai perdu un petit coup le fil. Et puis voilà, j'ai eu très peur, mais je suis très touchée. Puis aussi pour les élèves avec qui j'ai travaillé, que voilà, ce sujet puisse se porter et puis qu'on puisse observer leurs gestes et voir toutes leurs compétences. Bravo. Et félicitations. Bravo Noémie. Je vous laisse rejoindre à tous ceux qui sont encore branchés sur notre WooClap. Laissez un petit mot à nos candidats pour les féliciter, les encourager, leur dire ce que vous avez pensé de la soirée. À l'organisation aussi, tant qu'à faire, on peut toujours s'améliorer ou savourer des félicitations. Donc on est tous très preneurs de vos petits mots. Avant de clore cette soirée, j'aimerais moi aussi dire merci, comme vous. Merci aux candidats. D'abord, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, de vous être donné à fond pour cette soirée, parce qu'on sait que c'est difficile comme préparation et long et qu'il faut intégrer tout ça à tout le reste. Donc, félicitations vraiment à tous. Moi, j'aimerais encore un grand applaudissement pour tous les candidats. Merci aussi au jury, dont la tâche a été plus courte, mais pas facile non plus. Merci à toute l'équipe d'Unicom, Communication et Médias et de l'Université de Fribourg, Christian, Laurent, Désiré, Ibrahim, Juliane, Samuel, qui sont là au fond et qui font que cette soirée fonctionne et tourne. Merci à toute l'équipe du Nouveau Monde, Logan, Sacha, Lionel, qui font que vous nous voyez, nous entendez ici et ailleurs.
Merci à la CUSO pour l'organisation de toute la suite. C'est eux qui vont maintenant vous prendre en charge pour la suite du programme. Et puis merci à tous ceux qui ont travaillé autour de cette soirée dans l'ombre. Et surtout merci à vous, public, pour vos encouragements et votre présence ce soir. Enfin, comme je vous l'ai dit, je travaille dans la com, donc je suis obligée de faire une page de pub, c'est mon boulot en même temps. Et donc, je vous annonce le prochain et dernier café scientifique de cette saison, le 24 mai, mercredi 24 mai, dans cette même salle sur la relation école-parent. Voilà, quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et puis après, un nouveau programme dès septembre, chaque mois, un mercredi par mois. Si vous avez apprécié cette soirée, le Science Slam le lendemain, le 25 mai, c'est à peu près la même chose. En moins cadré et avec 10 minutes. Donc il y a du spectacle parce qu'on peut se déguiser, passer un film, on peut tout faire. À part les animaux sur la scène, ça c'est interdit. Et puis une journée qui nous tient très à cœur parce qu'on y met beaucoup d'énergie, c'est le samedi 23 septembre 2023, la journée porte ouverte de l'Université de Fribourg, où vous avez un condensé de tout ce qu'on fait pour le grand public, tout ce qui est intéressant, toutes les études, tout le monde peut se présenter. Et cette année, on a en plus l'honneur de travailler avec Gilles dans le cadre de la ville du goût. Donc il y aura de quoi nourrir votre cerveau, mais aussi vos papilles et votre estomac. Voilà, un dernier rendez-vous beaucoup plus proche et beaucoup plus simple à organiser quand vous sortirez de cette salle. Tournez à gauche, commandez à boire et savourez le DJ qui va bientôt s'installer. Et maintenant, j'aimerais encore accueillir tous les candidats sur scène sous vos applaudissements pour la photo et vos félicitations. Rejoignez-nous. Mira aussi, évidemment. Bonne soirée à tous et merci beaucoup.